Dans le programme était annoncée une rencontre entre deux auteurs, donc Alice Chemama, ici présente, et Giacomo Nani. Giacomo Nani n'a pas pu être présent sur ce festival, donc Alice Chemama a accepté d'assurer en solo cette rencontre, donc je la remercie vivement. Pur hasard, ou peut-être pas pur hasard, mais tous les deux ont eu un prix pour la première édition du prix du festival de Bassillac. Donc Alice Chemama a eu le prix spécial du jury du festival du coup de cœur de Bassillac. Alors Alice, peut-être je le dis tout de suite, tu es une jeune autrice. Il y avait des discussions hier entre auteurs et autrices, de presque 27 ans, mais de plutôt encore 26 ans et demi. Et tu as un parcours d'études donc relativement récent. Tu es sortie diplômée de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris en 2017. Ouais. Voilà. Et la bande dessinée qui fait l'objet principal de notre échange aujourd'hui a été faite amorcée alors que tu étais encore étudiante. Alors, j'ai passé mon diplôme et j'ai enchaîné tout de suite après sur la BD. Alors, je lis un petit mot que tu as écrit sur ton site internet, dont là vous avez une capture d'écran. Alice Chemama sort diplômée de, je reviens à l'École nationale supérieure des arts décoratifs en 2017. Elle aime la musique disco et les bananiers nains. Elle déteste les pédiluves et les papiers administratifs. Tout à fait. Synthétique de qui tu es. Alors, avant de sortir cette bande dessinée, donc les Zola sur lesquels on va revenir juste après, qui est publiée chez Dargaud, tu as fait une première bande dessinée rendue publique, mais qui n'a pas été imprimée. Donc là, j'ai sous un format PDF qui s'intitule donc Les kangourous de l'apocalypse, et qui retrace une expérience personnelle un peu douloureuse de déplacement et de travail en Australie. Ouais. Tu veux en dire quelques mots? Donc c'était en 2016, c'est 20 pages. Ouais, c'est aussi pour ça que ça n'a pas été imprimé, parce que c'est pas des formats qu'on publie en BD, enfin c'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Et moi cette BD je l'ai faite dans le cadre d'un concours Libération, donc qui s'associait avec La Page pour un concours sur le thème du carnet de voyage. Et donc il y avait à la fois une section texte, section dessin, section photo, et du coup moi j'avais participé en dessin, enfin du coup c'est plutôt bande dessinée, le carnet de voyage, et là le thème c'était regard sur le travail, et ça tombait bien parce que j'avais vécu cette expérience horrible en Australie dans un refuge de kangourous orphelins où j'ai été un peu exploitée, et les conditions étaient vraiment terribles, mais bon, je me suis enfuie assez vite et j'ai tourné ça avec humour, et du coup j'ai fait cette BD de 20 pages pour raconter cette expérience. Bon, c'est un peu exagéré parce qu'ils n'étaient pas si diaboliques les kangourous. C'est de l'atmosphère qui était récente. Tu restes combien de temps? C'est une semaine? Ouais, je devais rester 1 mois dans cet endroit, et en fait au bout de 2 jours j'ai compris que ça ne pouvait pas durer, et j'ai réussi à partir un peu avant 1 semaine. Et oui, parce qu'en fait, je faisais un échange d'études en Australie, et c'est pendant les vacances que j'ai voulu faire une expérience 100% locale, et je ne me suis pas trompée, c'était parce que bon, où trouver des kangourous ailleurs qu'en Australie? Et voilà, et en Australie il y a beaucoup d'accidents de la route, en fait, il y a d'énormes routes et des étendues vides avec des kangourous qui traversent et des accidents, et sauf que des fois les bébés dans les poches survivent et on les amène du coup dans des refuges. Et là, c'est des volontaires qui prennent en charge ces bébés. Et voilà, c'est que du bénévolat, donc ça explique aussi qu'il n'y a pas de moyens, il y a peu de gens pour s'en occuper, et ça fait que c'est des conditions d'hygiène qui peuvent être compliquées. Beaucoup de travail à la chaîne, parce que c'est des bébés qu'il faut nourrir toutes les 2 heures. Voilà, c'était compliqué. Nous, on n'était pas assez, on avait beaucoup trop de bébés kangourous qui dorment dans des poches du coup en tissu, comme on peut voir sur le... Parce qu'ils n'ont plus la poche ventrale de leur mère, alors on les met dans des poches en tissu, ils dorment un peu toute la journée, et toutes les heures ou toutes les 2 heures, il faut les sortir pour leur donner le biberon. Mais des fois, ils ne veulent pas boire leur biberon, ça rend tout un peu compliqué, parce qu'ils sont un peu perturbés psychiquement. Tu racontes qu'il faut les aider à... Il faut les aider aussi à faire leurs besoins, parce que normalement, c'est la mère qui s'en occupe. Parce que sinon, s'ils font dans la poche à n'importe quel moment, ça devient vite insalubre. Et du coup, la maman, normalement, donne le signal en allant aller fouiller son petit
Bon, nous, on le fait pas de la même façon, mais il faut quand même les aider. Et ça crée des situations un peu étranges. Et voilà, moi, l'endroit où j'étais était très très sale. C'est ce que tu décris Voilà. Précisément sur la saleté, en fait, le fait de vivre avec. C'est ça, il n'y a pas de frontière humain-animal, donc il y avait vraiment des excréments au pied du lit. Mais il y en a que ça dérangeait pas, en fait. On a tous un curseur, j'ai l'impression, variable. Moi, ça me dérangeait d'avoir de la crotte au pied de mon lit, pour être honnête. Et oui, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai tourné ça un peu film d'horreur aussi, parce que pour moi, c'est vraiment la vision que j'avais en arrivant dans cet endroit où tout est collant, tout sent mauvais. Ouais, j'aime bien cette représentation de la cuisine où effectivement les flèches viennent indiquer tous les endroits de saleté, de crasse, tout ce que finalement on perçoit que ton œil est électrisé par ces choses-là et que c'est quelque chose dont finalement il va falloir que tu fuis, enfin c'est des choses qu'il va falloir que tu fuis très rapidement pour t'en sortir psychiquement, on va dire. Tu parles aussi de la difficulté, de l'impossibilité de se laver. Ouais, ça c'était pas évident. Ouais. Le fait de ne pas pouvoir avoir de temps à soi. Ouais. Et donc de cette équipe un peu étrange aussi ses de collègues qui travaillent de manière évidemment. Voilà. Alors dans cette première bande dessinée, tu mélanges plusieurs types de dessins. Ouais. En fait, j'ai pas choisi à l'avance la BD va être comme ci, comme ça. On va dire que j'ai écrit mon histoire et que je me suis dit, ce rendu est adapté à tel moment et ainsi de suite. Et je me suis pas posé la question. En fait, il fallait aller assez vite en plus. Vu que c'était un concours, il y avait une deadline. Du coup, j'ai un peu sorti ça instinctivement. Et ça explique que oui, qu'il y ait des planches qui soient un peu vachement différentes les unes des autres. Il n'y a pas beaucoup de cases de BD en fait. Vu que c'était quand même carnet de voyage, le thème, on avait quand même la liberté d'aménager aussi un peu comme on voulait notre récit. Oui, tu fais même un plan déjà. Voilà. Comment sortir de cet environnement. Bon, effectivement, on sent bien que c'est un peu... Il y a une dramatisation un peu... Après, les faits sont vrais. J'ai pas menti, mais c'est vrai que je vais tourner le truc un peu drama. Voilà, donc ça c'était un premier travail un peu conséquent, dans le sens c'est une vingtaine de pages, ça a effectivement été, ça a reçu le premier prix du concours de l'IB donc en 2016, catégorie dessin. Et donc on va maintenant parler de l'ouvrage pour lequel il y a aussi cette invitation dans ce festival et le prix que tu as reçu. Donc on l'a reçu parce qu'on est... Oui. C'est pas moi qui l'ai écrite, cette BD. Bien sûr. Ah oui, alors on peut le préciser tout de suite parce que c'est un travail de collaboration qui s'est fait donc, avec quelqu'un qui est scénariste plutôt du monde de la télévision, du cinéma. Télé, qui est aussi, j'ai vu, actrice, qui s'appelle donc Méliane Marcagi. Ouais. Et qui a sorti un film cette année, Belle Sœur. Belle Fille. Ah, Belle Fille, pardon. C'est pas loin. En 2020. Est-ce que tu peux raconter un tout petit peu de cette aventure et la manière dont les choses se sont faites, parce que tu arrives quand même très jeune, on ne peut pas s'empêcher de le noter, sur une bande dessinée qui sort chez Dargaud, qui a une visibilité quand même assez conséquente. Oui, un petit coup de pouce, c'est-à-dire que du coup il y a eu cette BD des kangourous que moi j'ai envoyé à un ami de ma famille qui était René Pétillon, auteur de bande dessinée que je pense certains connaissent. Et qui m'a toujours suivie depuis que je suis petite, vu que je dessinais beaucoup. Et voyant un peu cette première BD complète, il a été très content et il s'est dit je vais l'envoyer à une éditrice. Donc merci René. L'éditrice du coup m'a contactée et elle avait en stock ce synopsis de Méliane à propos des Zola qui n'était pas encore très développé mais qui n'avait pas de dessinateur, qu'elle avait quand même gardé parce que ça l'intéressait. Mais elle avait juste pas trouvé encore avec qui la faire collaborer et en voyant mon dessin elle s'est dit pourquoi pas, et du coup elle m'a fait faire des essais. Enfin d'abord elle m'a fait lire, elle m'a dit est-ce que ça vous intéresse. Moi j'aimais beaucoup l'angle de Méliane qui était donc l'intimité d'Émile Zola, enfin le point de vue de sa femme dont on n'a jamais entendu parler en fait, mais qui a néanmoins énormément influencé son travail et qui a été là du début à la fin. Donc ce point de vue, je l'ai trouvé très intéressant. Et en plus, c'était une période historique aussi, je pense graphiquement, il y avait beaucoup de choses à faire. Et puis bon, chez Dargaud, moi, j'ai pas réfléchi longtemps, j'ai dit oui.
Et Méliane aussi, mon travail lui plaisait, donc ça s'est fait assez naturellement. Et dès que je suis sortie de l'école, on a entamé le projet. Alors c'est vrai qu'il y a un axe assez spécifique d'approche de Émile Zola, on le voit dans le titre, les Zola. Les Zola, c'est surtout, effectivement, il y a la figure centrale d'Émile Zola, et puis il y a cette figure très importante, qui est presque aussi importante, effectivement, qui est celle qui va devenir sa femme, qui apparaît donc sous un premier nom qui est Gabrielle, mais qui en fait s'appelle réellement Alexandrine, et qui va être décisive réellement dans alors, la carrière d'Émile Zola, mais plus largement même sa mise à l'écriture sur des choses assez profondes, on va y revenir après, qui est vraiment le travail même d'écriture de romans, puisque on sent que c'est grâce à elle qu'il quitte des formats beaucoup plus courts comme la nouvelle ou des articles pour passer à quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Et puis donc elle va être aussi importante dans la construction d'un réseau amical, entretenu. Donc ça c'est des choses qui sont... Et la scénariste, donc Méliane Marcaggi, raconte comment elle a travaillé en fait sur cette histoire. Elle-même s'est appuyée sur... Elle dit qu'elle adore lire des biographies, et notamment, donc elle en a lu une qui a été très importante, qui est celle de Evelyne Bloch-Dano, qui s'intitule donc Madame Zola. Donc effectivement, il y a une Madame Zola avant d'être des Zola. Et dans cette bande dessinée des Zola, il y a un élargissement, puisqu'on retrouve aussi la deuxième compagne de Zola, Jeanne, qui est une figure aussi très importante de cette bande dessinée. Et puis donc les deux enfants qu'elle va avoir, Jeanne avec Émile Zola, et qui, grâce à Alexandrine, vont être reconnus post-mortem. En fait. Ça, c'est une chose assez étonnante. Et grâce à la femme légitime, donc c'est vraiment une situation inattendue. Donc comme une construction d'une descendance aussi pour Émile Zola, qui est sa descendance. Voilà, donc ce que je propose peut-être, c'est qu'on revienne sur certaines planches qu'on a choisies ensemble. Enfin, surtout toi, j'en ai rajouté quelques-unes, mais globalement, voilà. Et alors, cette première planche que tu avais aussi choisie pour un entretien avec Mola. Oui, non, du coup, en fait, c'était à Angoulême, et c'est Mola qui se promenait avec leur caméra. Et, pour le dernier festival. Ouais. Oui, il m'avait demandé quelle était ma planche préférée, et moi j'avais dit la première page. Et déjà, c'est celle sur laquelle j'ai passé le plus de temps, je pense, parce que c'était commencer un album. Moi, n'ayant jamais vraiment fait de bande dessinée, fallait pas qu'elle soit ratée, la première. Du coup, j'y ai passé du temps, et elle plante cette ambiance monde de l'impressionnisme, parce que tout au long de la BD, on retrouve les artistes que Zola a côtoyés. Donc Cézanne, qui était un de ses meilleurs amis, il y avait Manet, pas loin, il y en avait d'autres, mais ceux qu'on voit dans la BD, c'est surtout ces deux-là. Et du coup, voilà, Zola était dans ce monde parisien, artistique, bien dans le jus de cette époque. Et du coup, c'est un peu symbolique de commencer par là. Ça, c'était l'idée de Méliane, de toute façon. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on est légèrement décalé par rapport donc, au Déjeuner sur l'herbe qui arrive juste derrière. Il est déjà là, le tableau de... c'est l'inspiration, on va dire, du Déjeuner sur l'herbe. C'est sorti... Tu décales un peu, tu changes un tout petit peu. Et voilà, j'avais noté cette phrase, c'est-à-dire on ne peut pas faire un tableau de chaque page, mais en même temps... C'est aussi cette question-là que tu travailles sur cette bande dessinée. C'est comme il y a des liens très étroits avec à la fois la peinture contemporaine, puisque effectivement Zola est très, très proche de Cézanne, puis finalement aussi dans la démarche assez proche de Manet, et qui sont amis. On a gravité autour donc, des grands peintres, des plus grands peintres, en tout cas qu'on considère aujourd'hui. Et que lui-même, Zola, quelque part, a fait des fresques qui sont pas loin parfois d'être de la peinture. Oui, il y a tellement de détails, de descriptions, de choses. On est vraiment sur une écriture comme ça extrêmement précise du décor. Et donc c'est intéressant de poser comme une première chose une forme de tableau comme cette. Donc on ne peut pas faire un tableau de chaque page, mais il y a des tableaux. On s'en inspire. Et j'avais noté aussi, tu dis, cela a changé le style que j'avais avant. Ouais. Alors, est-ce que tu peux revenir sur cette question de changement de style Moi, je suis un peu jeune, je pense, pour prétendre encore à dire j'ai un style. Je pense que je suis encore en recherche, en construction, et que chaque travail que je fais ne ressemble pas vraiment au précédent.
Mais en tout cas, quand on voit les kangourous, c'est sûr qu'il y a eu une différence. Déjà, le sujet n'est pas le même, clairement. Mais en tout cas, oui, j'ai dû m'adapter à ce sujet-là et me nourrir de nouvelles références que je n'avais pas avant, parce que évidemment, ayant fait des études d'art, je connaissais l'impressionnisme, mais j'avais pas vu autant de tableaux, je connaissais pas autant de noms. Et pour les Zola, n'ayant pas beaucoup de photos en fait de cette époque, vu que c'est la naissance de la photographie et pas loin avant, donc c'est pas encore très très populaire, c'est du noir et blanc. Et finalement, c'est dans les tableaux qu'on va retrouver une ambiance de l'époque. Donc, pour moi, c'était aussi une source pour. C'était vraiment la source d'inspiration principale graphiquement. Donc, tu as travaillé à l'aquarelle. Oui. C'est une technique que tu utilises déjà en voie avant, mais qui là devient. Tu m'expliquais hier soir que cette technique de l'aquarelle, elle est effectivement un peu boostée dans le Photoshop, transformée. En même temps, les couleurs sont assez fidèles. En fait, c'est beaucoup la difficulté, c'est de scanner les images. C'est dur d'avoir des images fidèles. Donc, les vraies aquarelles ne sont pas si loin. Elles sont un peu moins contrastées, un peu moins lumineuses, mais c'est vraiment le scan est très fade et il faut après sur Photoshop tout remonter et puis en profiter pour faire des petites corrections, du nettoyage. Alors ça, j'inclus, c'est pas dans la bande dessinée, c'est une planche de recherche. Ouais. Est-ce que tu peux, peut-être des choses qui t'ont intéressé là, sur ces quatre images, sur quoi tu... L'idée, c'était l'éditrice du coup qui avait besoin de voir ce que ça pourrait donner mon travail sur ce scénario. Donc j'ai fait des recherches en m'inspirant de cette ambiance, sachant qu'on avait quelques pages du début de la BD, je savais que ça commencerait donc sur les bords de Seine, dehors. Donc j'ai essayé de faire des petites images d'ambiance de ce que ça pourrait rendre. Ouais, sur les questions d'ombre et de lumière, qui sont des choses qu'effectivement on voit assez on retrouve le jeu des lumières dans les arbres. Sur les visages et sur les mains. Donc là, juste après, on a une double page, alors que moi j'avais choisi parce qu'elle... c'était... dès qu'on est après cette première planche, immédiatement on est dans cet environnement amical d'un réseau proche de Zola. Donc on voit Manet en train de travailler sur le déjeuner sur l'herbe, et effectivement on a à la fois une esquisse et puis juste derrière on a des personnages qui sont en train de prendre vie. C'est assez beau et donc autour il y a aussi un environnement amical qui est là aussi présent, donc on est dans quelque chose qui ressemblera à un décor, comme si on était un peu au cinéma et qu'on était en train de regarder cette scène qui est en train d'être jouée par des gens qui posent effectivement et qui ont faim, qui ont soif. Et on a souvent parlé de cette question de la dure vie de modèle qui pose à ce moment-là, et d'ailleurs Cézanne dans l'œuvre travaille là-dessus, le modèle qui a froid dans la baignoire pour être dans l'eau et qui endure des souffrances physiques dont on a... Je n'ai pas terminé l'œuvre de Zola. D'accord. Alors, il y a une scène... Je suis à la moitié. Il y a une scène qui est assez dure là-dessus, en fait, où il soumet sa compagne à une séance presque de torture dans la baignoire. Et puis donc à droite, une autre partie qui est la vie des cafés, qui est très importante aussi à cette époque, qui d'ailleurs nourrit une sociabilité très importante. Les artistes se retrouvent tout le temps, tous les soirs au café. Donc, là, c'est plutôt salle extérieure. Oui, guinguette. Ouais, plutôt guinguette. Ouais. Mais en tout cas, peut-être que c'est le terme présent, est mal choisi, mais en tout cas, c'est ces lieux de sociabilité qui peuvent être à l'extérieur ou qui peuvent être aussi dans Paris, puisque c'est un peu... les deux endroits, soit on sort effectivement sur les bords de Seine ou de Marne. Alors ça c'est une recherche, deux recherches, donc je montre les deux. On cherchait les ambiances de couleurs. Qui ne sont pas exactement des études qu'on retrouve dans la bande dessinée, qui sont plutôt... je veux dire, c'est pas directement la même image. Non, en fait, je crois que c'est le même dessin, mais pas du tout coloré de la même façon, comme quoi la couleur change vraiment l'ambiance. Et donc là, l'idée, c'était de choisir un peu la direction au niveau de la couleur. Est-ce qu'on va se permettre des tons clinquants, plus chaleureux, ou est-ce qu'on va rester souvent dans les albums historiques? J'ai l'impression qu'on a des couleurs qui sont souvent plus éteintes, qui
comme si on avait ce filtre de la vieille photographie ou quoi. Donc là, c'était un peu quelle partie on va choisir, d'où les deux versions. Et bon, moi j'ai opté pour les couleurs plutôt clinquantes parce que dans l'impressionnisme, c'est vrai qu'il y avait plus de liberté et que moi aussi, ça m'intéressait de prendre cette liberté au niveau des couleurs. Là, on penserait un peu à Toulouse-Lautrec aussi, sur compris les coiffures, le roux. Quoique du coup, c'est peut-être un peu plus tard Toulouse-Lautrec, mais c'est vrai que du coup, je me suis aussi inspirée du post-impressionnisme. Et donc voilà, je suis pas restée exclusivement sur la période Zola, j'ai un peu vu ce qu'il y avait après. Le mouvement Nabi m'intéressait beaucoup au niveau des couleurs. Alors j'avance. Dans l'histoire, donc il y a Sono, début d'une histoire amoureuse entre donc Émile Zola et cette modèle qui se fait appeler Gabrielle, et qui est une jeune femme d'extraction populaire, on y revient après, et qui normalement se donne à tout un chacun, mais pas vraiment, et qui tombe amoureuse en fait. C'est très libre, on va dire. Et donc tu m'avais dit, j'ai envie de garder cette scène de pluie. Moi c'était au-dessus du c'est vraiment pas grave. Mais c'était du coup, celle-là, j'aimais bien celle d'en haut. Mais après, c'est la scène de pluie est sympa aussi. Ah pardon, je parle pas dans le micro. En tout cas, j'aime bien voir les traits blancs de la pluie. Alors, quand on regarde la manière de dessiner les visages, là sur le coup, il y a des vraies proximités avec les kangourous. On retrouve certains, les nez pointus, une manière parfois légèrement décalée. Il y a un travail qui est quand même assez précis sur des descriptions d'environnement, d'habits. On y reviendra sur des recherches aussi préparatoires. Et les visages sont parfois un peu esquissés. Pas forcément caricaturaux, mais en tout cas, c'est vraiment des traits, là, sur le coup, plus rapidement fait. Moi, c'est encore, quand je parlais de style en construction, c'est aussi que je cherche les personnages qui vont correspondre à l'environnement. Et là, j'ai eu beaucoup de mal, pour être honnête, enfin, j'aime beaucoup travailler les décors, mais à inclure des personnages dedans qui vont y correspondre, je trouve ça assez difficile. Et là, on a opté pour cette option, mais même moi, en y regardant de plus près, je me dis peut-être si je le faisais aujourd'hui, ce serait encore différent. Mais ça a été une difficulté en tout cas pour moi. Je comprends parce que parfois on sent un décalage en fait. Mais le travail qui s'opère dans les décors, on l'a aussi dans les vêtements. Il y a pour faire un peu le lien. Effectivement, c'est juste sur les. Après, tu travailles beaucoup la question des mouvements. Là, on l'a aussi sur les gestes courir. C'est aussi toute la ville. On m'a aussi demandé des expressions qui soient facilement lisibles. Et c'est vrai que ça simplifie beaucoup d'avoir les sourcils très simples, enfin, de ne pas être dans un jeu d'ombre ou quoi que ce soit, permettait d'avoir des... Enfin, c'était important en tout cas pour mon éditrice qu'on comprenne bien l'expression des visages, d'où le choix de la simplicité. Alors, à un moment donné, tu reviens sur cette histoire de Gabrielle, Alexandrine, et l'origine et les difficultés de départ. Et donc là, tu fais un choix de faire des planches qui sont noires, très sombres. C'est une partie flashback, du coup, c'est pour ça qu'il y a une rupture graphique. Mais qui est aussi... pour moi, je sens aussi dans ces choix-là la dureté de cette vie première. Et donc aussi le désir d'extraction de cette jeune femme qui, à un moment donné, quitte cet environnement. On trouve les moyens de quitter cet environnement pour aller vers la couleur. Oui, d'ailleurs, au fur et à mesure du flashback, les couleurs changent un peu. Au début, on est quand même dans du très noir, très sombre, et plus elle devient adolescente, jeune femme, on retrouve un peu la couleur qu'on a par la suite dans l'album. Donc là, elle a une dizaine d'années et elle a appris que sa maman était morte du choléra. Donc voilà, clairement, l'ambiance n'est pas très joyeuse. Donc effectivement, après on revient, alors là c'est un peu plus loin, sur les descriptions aussi de Paris. Donc, du coup, je sais plus si elle se fait appeler encore... non, c'est Alexandrine à ce moment-là, parce que du coup, quand elle avoue à Émile
que sa vraie identité c'est Alexandrine. Il me semble qu'à ce moment-là, elle a déjà repris son nom. Et donc Alexandrine aidait, ils étaient vraiment pas riches, hein, les deux, parce que Zola, il faisait des piges, ou alors je sais plus, il était au service de publicité. Bon, Méliane le sait mieux que moi. Mais en tout cas, Alexandrine n'était pas une femme au foyer à attendre son mari. Elle allait travailler, depuis toujours en fait, elle travaillait. Et donc là, en l'occurrence, elle travaillait, peut-être pas à ce moment-là dans sa vie, mais on sait qu'elle a fait plein de petits boulots. Et donc, par exemple, emballer, déballer des provisions au marché, aux Halles de Paris, donc celles qui ont été détruites et où il devait, à mon avis, pas faire très chaud l'hiver. Enfin, ça avait l'air d'être des conditions pas évidentes. Et donc on croise effectivement ces métiers à elle aussi. Quand elle était petite, elle faisait plus jeune, en tout cas elle faisait des fleurs en papier qu'elle vendait dans les rues. Enfin, beaucoup de travail de rue, quoi. Petites mains, lingère. Et ce qui racontait aussi, c'est justement les difficultés pour elle de se faire admettre dans un environnement plus bourgeois, qui est celui d'un certain nombre de peintres écrivains en fait, qui fréquentent Émile Zola. Et parfois c'est quelque chose qui est douloureux, alors qu'en fait effectivement on sent bien qu'elle active tout pour essayer de se projeter dans une autre manière aussi et tous ces talents, tu décris, tu passes du temps aussi à décrire ça, on a à l'écran, c'est tous ces talents de cuisinière en fait, mais son rapport aller chercher les bons produits, des choses qu'elle a développées en fait par ses petits métiers aussi, tout d'un coup se retrouve être des atouts quand il s'agit de préparer des plats un peu extraordinaires pour pas cher aussi, parce qu'il fallait recevoir du monde en n'étant pas fortuné. Et oui, elle, toute sa vie, on l'a renvoyée en fait à sa condition de misère et dont elle a essayé de s'extraire, mais même étant bourgeoise, on le voit plus tard dans la bande dessinée, elle a de beaux vêtements, elle est dans un bel appartement, elle reçoit des gens et il y a quand même des réflexions dans son dos, mais pour qui elle se prend, de toute façon, elle sera toujours cette lingère, cette petite lingère. Ouais. Et tu disais que c'était la planche préférée d'éditrice, celle-ci ? Oui, l'éditrice aime beaucoup celle-là. Et tu sais pourquoi ? Parce que c'était le fait qu'il n'y ait pas de cases et cette description de la scène de cuisine, ça lui plaisait. Alors là c'est plutôt d'une double page, mais avec deux éléments. On revient d'une part sur cette partie gauche, puis après sur la deuxième partie. Sur cette partie gauche, alors là c'est moi qui avais fait ce choix parce que je disais que j'ai beaucoup aimé apprendre dans cette bande dessinée la façon dont Émile Zola avait entrepris un vrai travail d'enquête sociale pour faire son travail d'écrivain. Et donc on apprend que c'est grâce à elle, Alexandrine, qui va l'amener justement voir un Paris qu'il ne connaît pas, qu'il ne fréquente pas. Et donc c'est tous les travaux évidemment entrepris par Haussmann, mais qui visent à aussi détruire des quartiers populaires de Paris qui sont complètement mis à bas. Et donc cette pauvreté aussi, cette transformation de Paris, mais qui elle va être comme son accompagnatrice pour justement aller voir ces endroits. Et c'est ce que tu décris dans ce passage que j'ai choisi, donc c'est les 4 phases du bas. Et effectivement, alors, il ne manque que l'odeur. Oui, c'est ce que leur échange à eux, puisqu'on voit aussi qu'elle vient relire. Et donc, ça, c'est elle est toujours derrière à conseiller. Le ventre de Paris est publié en 1873. Effectivement, on se retrouve à nouveau cette question de l'odeur sur les marchés. Alors, tu choisis cette planche qui est donc un tableau. Ouais. Et l'environnement que tu décris, tu parlais des sources documentaires. On a quand même toute cette grande partie architecturale qui occupe les 4/5e de l'image. Ouais, ça oui. Moi je suis un peu fan d'architecture, donc c'est aussi un petit plaisir personnel, parce que Méliane me donnait des pages en fait avec le découpage, et là elle me dit ça se passe dans les Halles, voilà, Émile dit ça, Alexandrine dit ça, mais elle m'a pas donné plus de précision que ça sur la page, et c'est moi qui ai fait ce choix de montrer cette architecture. Et inspirée d'ailleurs d'une photo, je sais plus si c'est Douaneau, ou enfin en tout cas un photographe qui a vraiment mis le cadre sur ces armatures. C'est quoi, c'est les Halles de Baltard ?
Bah, c'était des Al Baltar, oui, je pense. Oui, c'est le même style. J'ai une question. Ouais. Sur cette planche, donc la scénariste elle te dit voilà ce que disent les personnages, Ouais. mais elle ne donne pas de découpage ni d'indication. Et bah, Et donc c'est toi qui si, choisis de faire le dessin sur une planche entière Alors ça dépend. Alors ce qu'en fait Méliane faisait, c'est qu'elle me donnait une page par planche, et à chaque fois il y avait écrit case 1, les dialogues, voici la situation, case 2. Donc c'était quand même très, très guidé déjà, vraiment bien découpé à l'avance. Mais après le dialogue était possible. Et des fois c'est elle qui disait là on met une pleine page, c'est important pour le déroulé de l'histoire. Mais après, moi, des fois, je pouvais dire, bah là, ça vaut le coup, par exemple, d'en mettre une alors que c'était pas prévu. Enfin, il y avait un échange. Donc là, ça. en l'occurrence, c'est toi qui as... Et là, c'est elle, je pense, j'ai pas le souvenir exact, mais je pense que c'est elle qui voulait une pleine page, mais j'ai fait le choix du cadrage et de cette mise en scène. Ouais, très belle. Aussi parce qu'il y a toute cette masse colorée, assez douce en bas, en fait, avec le personnage féminin. Et ça, c'est la préférée de la scénariste. Donc bon, on ne raconte pas toute l'histoire, hein, c'est vraiment comme des sortes de flashs de la bande dessinée. Une histoire amoureuse, un off qui est effectivement pas forcément très visible, aussi même une représentation. Alors ça peut évoquer certains tableaux de l'époque, mais c'est quand même surtout une vision contemporaine, là, sur le coup, décor amoureux. Et qui parle de la question aussi des déplacements, des voyages. Et là, de la maternité aussi dans celle-là, parce que en fait, ils essayent d'avoir En fait, Zola voulait pas d'enfant avant d'avoir de s'être accompli professionnellement. Et donc là, on est un peu à un moment où finalement, il se dit bon, j'ai déjà fait mes preuves, je suis prêt à avoir une famille. Donc ça décrit un peu une douceur de vivre où ils essayent de construire du coup une famille ensemble, mais du coup c'est pour ça qu'il met la main sur son ventre, parce qu'à ce moment-là, elle est enceinte, ou en tout cas elle croit peut-être l'être. Enfin, on n'est pas très sûr. Historiquement, ça c'est Méliane qui s'est beaucoup renseignée là-dessus. On sait qu'elle a eu des difficultés, qu'elle a fait probablement des fausses couches. Est-ce que ça s'est passé exactement comme ça? Certainement non, mais en tout cas, il est vrai qu'il y a eu ces tentatives, et donc là, on verra par la suite que c'est un échec, malheureusement. Oui. J'avais pas fait le regroupement, mais il publie, je crois, sensiblement à la même période, une nouvelle, Émile Zola, sur la question de justement de la fertilité d'un couple qui part du côté de Guérande, il me semble. Je ne sais pas laquelle c'est. Alors, c'est un recueil qui a été publié, je pense, dans les années 1880. Alors, il y a un titre avec le mot coquillage. Et donc, c'est un couple qui part parce qu'à l'époque, on dit que d'aller en bord de mer, de consommer des crustacés encourage la fertilité, donc de manger des huîtres. Et donc, un certain nombre de personnes vont sur ces bords, soit d'Atlantique ou de Manche, mais je crois que c'est surtout sur l'Atlantique, pour encourager la fertilité. Et ça marche, mais de manière inattendue, c'est-à-dire que surtout la femme, en fait, couche avec un autre homme que son mari. Et donc, mais revient enceinte à Paris après ce séjour. Mais voilà, c'est une sorte de chute qui est assez drôle. En même temps, c'est une nouvelle qui est assez belle, qui parle de la question de la mode des bains de mer, qui se développe beaucoup à cette époque. Donc, j'avais pas du tout fait le lien avec son histoire à lui. Bon, je passe, j'avais pas... Donc là, on voit la fausse couche. Ouais. J'avance un peu parce qu'il faut qu'on garde un peu de temps pour le film d'animation que tu nous as très aimablement mis à disposition pour ce temps d'échange. Donc ça, c'est l'image qui est en 4e de couverture de l'album. Et donc tu l'avais aussi choisi? En fait, non. C'est juste l'éditrice qui a dit ce serait cette image, je trouve, correspond. Et c'est vrai que moi, j'ai été d'accord avec elle, mais c'était pas mon idée à la base. Et c'est vrai que du coup, on retrouve cet esprit germinal. On est en grève, on est avec les gens, avec leur combat. Et du coup, ça représentait bien Zola. D'ailleurs, Zola est dans la case, si vous trouvez. Vous pouvez jouer à Où est Charlie. Et c'est d'ailleurs drôle, effectivement. Voilà, c'est assez drôle d'avoir les deux images ensemble, puisque c'est à la fois
une forme d'immersion dans, avec, et puis tout le travail de décalage de l'écrivain aussi qui prend une forme de distance pour décrire ces choses-là. Alors ça, je savais pas si... j'aimais bien cette image qui était effectivement ce point de vue qui est assez drôle. Donc là, à ce moment-là de l'histoire, donc le couple, enfin surtout Alexandrine, embauche une jeune femme pour travailler dans la maison, qui donc s'appelle Jeanne. Et au départ, qui est très à distance de Zola, qui s'intéresse pas du tout à elle. Et puis il va y avoir un moment qui va être un déclic dans cette construction amoureuse. Donc on n'y est pas encore, mais on a une première forme de rencontre. Une scène de rencontre. On sent à la 3e case qu'il va se passer quelque chose dans ce couloir. Ouais, j'aime beaucoup cette vision-là. Chacun pris dans ses choses, elle dans le linge de la maison dont elle s'occupe et lui dans ses textes. Bon, j'avance un petit peu, mais on a ces aussi palettes de couleurs qui sont très choisies, toujours assez belles, cet environnement-là de jardin, de verre. Les liens avec l'environnement de cuisine, les casseroles, toujours cette description très précise des environnements aussi. Ouais. Qui t'intéresse, les motifs. J'adore. C'est, on le voit sur les vêtements et on le voit effectivement là, typiquement, je trouve qu'il y a plein de choses sur les... Alors c'est aussi, j'y vais directement parce que c'est, par exemple, si on prend cette case, désolée, elle est légèrement, pas complètement droite, mais on a tout ce travail sur les tapis, le plancher, les rideaux, le bouquet de fleurs. Donc cette description très attentive et précise des éléments qui... et on sent que c'est tout autant le sujet là sur le coup que... Bah là, il cherche un nid douillet pour sa maîtresse, donc j'ai voulu faire en sorte que ce soit un peu cosy. Ouais. J'avance un petit peu. Ouais, là, elle apprend sa femme qu'elle est une femme trompée. Et assez tardivement, par, des années après. Et par déjà 2 enfants délation. nés. Oui, elle reçoit une lettre. Et donc c'est aussi toute une description assez belle sur ce qu'il a travaillé à ce moment-là, la manière dont elle va au départ perdre complètement pied, frôler la folie. Ouais, sombrer dans la folie. Ouais. Voilà. Et puis Zola, derrière, patiemment essaye d'être là pour qu'elle reprenne pied. Et finalement, il est quand même un peu responsable de... patiemment. Non, mais patiemment dans le sens où il entreprend un certain nombre de choses, notamment des voyages, pour essayer de la ramener à une certaine forme de vie. Et c'est surtout qu'en fait, elle parvient, elle, à reprendre pied. Ouais. Donc c'est il refuse en fait le divorce. Elle veut divorcer à ce moment-là et lui refuse. Donc quelque part, la seule option qui lui reste, c'est de travailler à ce que ça puisse refonctionner, ou en tout cas en apparence. Oui, parce que c'est ce qui... Parce que bon, dans l'intimité, à mon avis, c'était quand même compliqué. Ouais, on n'a pas forcément beaucoup d'éléments. Et puis, donc, tu parles bien sûr aussi de tout ce qui est la vie aussi publique d'écrivains d'Émile Zola, et puis le fameux épisode de J'accuse dans l'Aurore. Et donc de ce que ça va générer aussi de turbulence dans sa vie à lui. Oui, parce que du coup, même après avoir appris la trahison, après avoir découvert qu'il avait 2 enfants avec une autre, parce qu'en plus elle n'a pas pu avoir d'enfants, donc c'est un peu double peine d'apprendre qu'il en a avec une autre. Malgré tout, elle est restée à ses côtés, et dans l'affaire Dreyfus, elle est là, elle est présente. Et enfin, on voit dans ses pages très fort soutien. Oui, qu'elle reste un pilier dans sa vie malgré tout ça. C'est presque comme une... Enfin, finalement, elle poursuit quelque chose qui a été engagé dès le départ, qui est cette question du soutien. J'ai l'impression que c'est un peu son manager. Enfin, elle est vraiment... Parce que là, il n'est même plus question d'intimité, mais elle est toujours aux côtés de l'écrivain, en tout cas, quels que soient ses choix. C'est comme un changement de rôle, c'est-à-dire que la question amoureuse est déplacée. Et puis, alors, pour terminer, je montre un certain nombre de planches que tu m'as transmises, donc qui sont des recherches pour cet album. Voilà, donc voilà, là, beaucoup de choses autour de la question du vêtement, dans ce que tu m'as donné, des motifs, des textiles,
qui peuvent être des textiles, des vêtements eux-mêmes ou des papiers peints ou... Moi, je connaissais vraiment pas cette époque. C'est pas une époque qui est très représentée, qu'on voit pas beaucoup quand on est au lycée ou dans les études. Et c'est vrai que j'avais vraiment du mal à me représenter, donc il y a eu énormément de recherches iconographiques, mais ne serait-ce que pour les vêtements, pour savoir comment ils étaient, comment les personnes s'habillaient. Des fleurs. Les attitudes aussi. Ça, c'est vraiment des notes. Ouais, c'est des notes, carnet de recherche. J'ai essayé d'emmagasiner le maximum de références pour qu'après, instinctivement, sans avoir besoin de documents, je puisse dessiner une robe qui corresponde. Bon, j'imagine qu'un costumier aurait sans doute des choses à redire au niveau des détails, mais globalement, on est quand même dans l'esprit des silhouettes et du style. Sachant que la BD commence, je crois, vers 1860. On a un passage vers 1840 et ça termine 1900, donc on couvre quand même une assez large période. Et j'ai vraiment voulu adapter aux décennies qu'on allait parcourir. Et donc voilà, en 1860, on s'habillait pas pareil qu'en 1890. Ne serait-ce que les silhouettes féminines sont pas les mêmes. Moi, ça m'intéressait de rester assez fidèle à ça. Donc, ouais, là, c'est plus tardif. On voit qu'il y a cette taille très fine, plutôt belle époque, les épaules plus volumineuses. Les rayures. J'aime bien les rayures. C'est du noir et blanc. Oui, ça, c'est du style plus 1900. Donc finalement, qui arrive assez tard dans la bande dessinée. Ouais. Donc là, une affiche de Émile Coel. Tu parlais des Nabis tout à l'heure, qui était une source d'influence, mais un peu rétroactive. Finalement, il y avait des éléments que tu avais, tant pis, mis quand même un peu dans les années 60, mais en même temps, les environnements sont souvent un peu héritiers. Dans les années 1890, il n'y a pas forcément une bascule des environnements immobiliers ou des décors. Bien aussi la question de la silhouette d'Alexandrine, qui est quand même une silhouette très massive, mais assez... très dessinée. Quand même une taille marquée parce que elle portait quand même. On voit sur des photos, elle a ce buste assez imposant et en même temps on a la taille très serrée. Voilà. Alors, ce que je propose maintenant, peut-être parce que le temps file, c'est qu'on regarde le film d'animation que tu as fait donc en fin d'année d'études. En 2017, c'était même pour ton diplôme. Oui, c'était le film de diplôme. Parce que du coup, j'ai fait des études de cinéma d'animation. Oui. Donc pas bande dessinée. Donc ça c'est aussi. Donc, il s'appelle Oléchic. Ouais. Je sais pas si on fait du noir. C'est 6 minutes, juste. Ça va? Vous voyez bien?
métrage étudiant. Il a pas beaucoup tourné en festival parce que c'est vraiment un travail d'envoyer son film en festival, mais j'ai pu en faire quelques-uns et c'est vrai qu'il y en a un en particulier où ils m'ont bien gâté. et ouais, du coup, il a eu des prix dans celui-là. Donc c'est un peu ton chef-d'œuvre de fin de... Exactement. Et tu continues à faire de l'animation ? J'ai pas eu le temps parce que tout de suite après ce film, du coup, j'ai enchaîné sur les Zola. Et l'animation, c'est aussi très très chronophage. Là, il y a 1 an de travail pour 6 minutes. Donc c'est aussi un choix de vie. Hein. Et pour l'instant, j'ai pas eu le temps de... Enfin, j'ai fait une petite animation courte pour le Forum des images à Paris, mais ça reste... C'était un spot bande-annonce. C'est le format beaucoup plus court. Oui, et puis t'as pas tout cet environnement un peu extraordinaire que tu mets en place avec là, c'est très personnel, c'est vraiment mon délire à moi, on va dire. Tandis que Zola, c'était l'univers de la scénariste, l'univers de Zola. Alors peut-être pour terminer, puis après on ouvrira des échanges. Je sais que tu es en train de travailler à une nouvelle bande dessinée pour Dargo, en fait, sur laquelle tu es aussi auteur. Est-ce que tu peux dire un tout petit peu le sujet Alors c'est en fait cette année j'ai fait une résidence en Haute-Savoie. Donc c'est un programme qui s'appelle Création en cours où on est à peu près une centaine d'artistes à être envoyés chacun dans un département. L'idée étant de travailler en milieu scolaire. Dans des écoles qui sont soit rurales, donc loin des offres culturelles, soit périphériques, où il n'y a pas forcément beaucoup de budget. Et donc moi j'ai été en Haute-Savoie, dans la vallée de l'Arve. Bon, le programme a été un peu interrompu à cause du virus, mais mon projet de travail, c'était le patrimoine local, l'identité culturelle, l'imaginaire qu'on va avoir autour d'une région qui est quand même assez forte. Je pense que la Haute-Savoie, on a tous un peu des clichés en tête, des images, il y a les montagnes, le Mont Blanc, tout ça. Et du coup, moi, de cette expérience, j'ai tiré un scénario que j'ai écrit du coup pendant le confinement, qui est une sorte de recueil d'histoires qui raconte la région. Bon, j'ai pas vocation à dire la Haute-Savoie, c'est ça, mais en tout cas, qui donne un aperçu de ce qu'est cette région, que ce soit au niveau de faits divers qui s'y sont déroulés, de contes, de légendes et aussi d'histoires un peu personnelles. Donc toutes ces histoires sont entrecoupées d'expériences aussi que moi j'ai pu faire avec un ton humoristique comme on a dans les kangourous, parce qu'il m'est arrivé des trucs aussi un peu farfelus sur place. Et donc voilà, ce projet-là, c'est un recueil en fait d'histoires qui parlent d'une région que je connaissais pas vraiment avant d'y aller. Donc ça, c'est une sortie qui sera... Et ce sera pour automne 2021. On n'a pas encore fixé exactement. Et là, le scénario est écrit, il est crayonné, je suis à la moitié à peu près. Et après, il y a encore plusieurs mois de travail pour les planches définitives. D'accord. On a hâte. Je te remercie beaucoup. Je propose qu'on ouvre si vous avez des questions directement avec la salle, si ça vous va. Pourquoi le choix de l'écriture liée? C'est assez rare dans les bandes dessinées. Parce que j'écris comme ça. J'ai pas cherché plus loin que... C'est-à-dire que je sais pas vraiment écrire en bâton, c'est pas très esthétique et je trouve ça plus joli, plus naturel pour moi en tout cas. Et c'est vrai que le texte tapé à l'ordi, je trouvais que c'était un peu dommage avec ce style de dessin. Ça faisait vraiment un contraste pas très heureux. Comment vous parlez de Zola, du travail sur l'œuvre qui est en cours de lecture. C'est sûr que tu n'as pas pu en même temps faire le boulot qui est de lire tout. Mais non, il y en a beaucoup. Mais en l'occurrence, l'œuvre particulièrement, qu'est-ce que là, c'est là où le rôle de l'œuvre, c'est à la fin, c'est un mix de Cézanne et de Manet, en grande partie. Enfin, c'est curieux que tu l'aies pas lu jusqu'au bout. Je l'ai lu après en plus. J'ai pas eu le temps aussi tout simplement parce que j'ai eu déjà tellement de recherches graphiques et tout. Mais j'en ai quand même lu 2, 3. Oui, Au bonheur des dames, La bête humaine. Et Germinal, je l'ai pas lu, mais j'ai revu le film. Et c'est vrai que faire cette BD m'a donné envie de lire l'œuvre, bizarrement. Du coup, je relis du Zola maintenant. Et les dames peuvent te donner des idées de mise en scène, je sais pas quoi, des choses comme ça.
rapport à... J'ai pas lu le livre, là j'ai feuilleté tout à l'heure, j'ai vu au début les scènes du début, en effet il y a Cézanne qui est là, le jeune Cézanne, juste une moustache avec sa barbe et tout. Et Manet, enfin bon, ça c'est des simplifications de la scénariste et tout ça, mais l'histoire de l'œuvre, en effet il y a des différences de détails dans les rapports des uns et des autres et tout ça. Oui, après, ouais, on a dû vraiment certaines choses les passer sous silence ou résumer. Après, les connexions sont assez profondes. Moi, j'ai lu cet été une biographie de Berthe Morisot et une biographie de Manet. Oui. On sent que les choses sont vraiment très 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 liées. On n'en a pas forcément de vision non plus. On a tendance des fois à découper les mondes. Oui, bien sûr, En fait, bien sûr, ils sont hyper vraiment très très liés. Zola, il a écrit plein d'articles dans la presse avant pour défendre Manet, tout ça, c'est hyper lié. Et en effet, c'est sur la mise en France et tout ça, mais ils se sont fâchés suite à l'œuvre. On en parle dans la BD. Ah d'accord. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que dans ce festival à Bassillac, je trouve que c'est lié à une exposition qui a lieu à Périgueux sur le thème de la... Et puis il y a des dessinateurs qui sont invités là, qui travaillent sur le thème de la Commune de Paris. Et qu'en l'occurrence, Zola, il est reconnu pour ses engagements en faveur du capitaine Dreyfus et tout ça. En l'occurrence, c'est un écrivain comme beaucoup des autres anticommunards qui a fait la morale propre aux communes de Paris. C'est amusant. Enfin, c'est évidemment des trucs politiques sont plus compliqués que juste si on est dans un camp du bien ou dans un camp du mal. Oui, c'est plus complexe. Au-delà de ce qui est déjà prévu, qu'est-ce que vous avez comme projet ou comme souhait dans votre travail? Plus largement, Olivia? Oh là là, j'ai du mal à me projeter au-delà de 1 an, globalement, dans l'existence. Du coup, déjà, si je peux continuer à vivre du dessin, je pense que c'est déjà génial. Et si ça peut avoir un certain sens, qu'il y ait un certain engagement... je ne saurais pas Zola, mais j'aime bien l'idée que Zola, son travail a pu servir sociologiquement, être un témoignage d'une époque aussi, je trouve ça très intéressant. Et du coup, moi, cet axe de travail m'intéresse. Et voilà. J'aimerais bien que tu puisses continuer à faire des films d'animation. J'adorerais aussi, mais j'ai pas assez de mains pour faire et des BD et des films. Mais pourquoi pas s'y remettre, ouais. Mais c'est juste que c'est beaucoup de temps enfermé, seul, dans le noir, à faire toute une journée pour faire 1 seconde. Donc c'est... Voilà, faut se reposer après en avoir fait un, quoi. À 27 ans, déjà, c'est pas mal. Ouais. En tout cas, un grand bravo. Merci. J'ai pas encore lu Zola, mais ça va pas tarder. Super. Et j'aime beaucoup les références picturales qu'il y a dans ces images. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Puis bravo Méliane, ne l'oublions pas. Je lui transmettrai vos compliments.